Alors comme ça, on aime bien les bonnes vieilles voitures soviétiques. Et oui, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du sport automobile et surtout du sport automobile sous l'URSS. Et dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que l'URSS. Alors, je ne suis pas historien, donc on va faire les choses simplement, on va remettre un contexte simple, on va pas aller dans le détail. L'URSS, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Elle est composée donc de plusieurs pays, c'est un État fédéral qui est composé de plusieurs autres États. L'État principal, c'est donc la Russie. Russie qui s'est révoltée contre le tsar Nicolas II en 1917. Et depuis, le parti bolchevique, animé par des idées marxistes et communistes, a pris la tête du pays. Et tant qu'on y est, on va définir le communisme, qui est une formation économique et sociale caractérisée par la mise en commun des moyens de production, par la répartition des biens produits suivant les besoins de chacun, la suppression des classes sociales et l'extinction de l'État qui devient administrateur des choses. Et c'est là qu'intervient la première contradiction, c'est que pour moi, le communisme et le sport automobile, c'est pas les deux idéaux qui marchent le mieux ensemble. Mais mon avis, on s'en branle, et du coup on retourne à l'URSS. Son premier dirigeant était Lénine, et je pense que vous en connaissez d'autres, Je pense que si je vous parle de Staline ou de Gorbatchev, ça vous parlera. L'URSS est créée en 1922 officiellement, et vous n'êtes pas censé savoir qu'une dizaine d'années plus tard, il y a un petit moustachu qui va prendre le contrôle de l'Allemagne, et commencer à déclarer des guerres un peu partout et à faire pas mal de choses pas superbes. Au départ, l'Union soviétique fait un pacte de non-agression avec ce petit moustachu, mais en 1941, c'est quand même la guerre, l'Allemagne envahit l'URSS, et l'URSS se retrouve plongée dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. En 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée, et le monde se voit déjà opposer deux grandes puissances, l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. C'est le début de la guerre froide, c'est le début de la non-communication entre les blocs de l'Ouest et de l'Est, et c'est dans ce contexte qu'on va commencer cette vidéo. On va revenir maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, le sport automobile. Et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'effervescence, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, avec notamment des gros changements, comme le changement de nom de l'AIACR, qui donnera naissance à l'FIA en 1946, et la création en 1947 de la Formule 1 et en 1948 de la Formule 2. Voilà, juste pour donner deux, trois exemples. Et on a aussi quelqu'un qui va créer sa marque de voiture, un certain Enzo Ferrari, qui avant avait la Scuderia Ferrari, où il faisait rouler notamment des Alfa Romeo. Et cette fois-ci, il lance sa propre marque de voiture, Ferrari. Et aux États-Unis, on a la création de la NASCAR, vraiment en termes d'entité juridique. Avant, il y avait des championnats, mais rien n'était regroupé. Voilà, maintenant c'est fait. Après la guerre, on a enfin la création du NASCAR, comme on la connaît aujourd'hui. C'est donc vraiment l'ébullition dans le sport automobile en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, mais qu'en est-il de l'URSS? Est-ce que eux aussi, ils ont eu cette période d'effervescence dans tous les sens du sport automobile? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour commencer notre enquête, on va remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Alliés ont décidé de se partager l'avancée technologique allemande. Alors, quand je dis partager, c'est juste que c'était à qui arrivait à piller en premier. Voilà. Bandit? Non. Des gars futés. Dans l'histoire, on sait que les États-Unis, ils ont réussi à avoir les technologies des fusées V2 allemandes et aussi tous les ingénieurs qui allaient avec. Et les soviétiques, donc l'URSS, a réussi à piquer les technologies liées aux sous-marins allemands qui étaient bien avancés, les U-boats, avec les ingénieurs qui allaient avec. Mais ils ont ramené quelque chose d'encore plus intéressant. Quelque chose qui faisait la fierté de l'Allemagne nazie, les voitures de course. Et effectivement, avant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, c'était pas les derniers en sport automobile, notamment avec une écurie et un constructeur, Auto Union. Alors, vous connaissez peut-être plus Auto Union parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Et chez Auto Union, en 1937, on a la Type C, voilà, une voiture de course, et on décide d'en faire une nouvelle, la Type D. Parce qu'on n'est pas compliqué chez Auto Union. On a commencé par la A, après on a fait la B, la C, la D. Si on les laissait continuer, ils auraient fait la AA, la BC. Ce que tu dis n'a aucun sens. 1937, ils décident de faire la Type D. Et ils décident de mettre un ingénieur sur le coup, un certain Ferdinand Porsche. Alors vous connaissez sûrement Ferdinand Porsche pour la création de Porsche, mais il y a un petit subterfuge à savoir, c'est que Ferdinand Porsche c'était un très très grand pote du petit moustachu. Sauf qu'il y a eu un petit changement de programme quand le petit moustachu, il a appelé Ferdinand Porsche en lui disant « J'ai besoin que tu fabriques des armes pour mon armée ». Donc Ferdinand Porsche a fabriqué des armes pour l'armée du petit moustachu. Donc chez Auto Union, on remplace rapidement Ferdinand Porsche et quelqu'un d'autre prend la suite. Voilà, on développe la Type D, petite voiture sympathique, châssis en poutre d'aluminium, 425 chevaux, V16,
C'est simple, c'est basique, hein, 425 chevaux, 840 kg, des pneus de moto. Je monte jamais dedans. Jamais de ma vie je monte là-dedans. Ça a l'air d'être une voiture juste faite pour mourir. Du coup, le développement de la Type D se fait en 1937 et en 1938 et commence à participer au championnat de l'époque et gagne 2 grands prix, le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix d'Italie. Voilà. Et en 1939, il décide de faire une version encore plus puissante. Il la monte à 485 chevaux, donc ils arrivent à gagner une C1 de puissance avec des roues qui sont toujours moins larges qu'une C1. Alors, c'est un choix. Et donc il gagne le Grand Prix de Yougoslavie. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'en 1939, c'est la guerre, et du coup on arrête un peu les Grands Prix, parce que c'est compliqué de se battre, et le week-end aller se foutre la gueule sur un circuit. Du coup, en 1939, on décide de cacher les Type D dans l'usine de Auto Union, donc à Zwickau, en Allemagne, et on se dit qu'on les ressortira à la fin de la guerre, quand on l'aura gagné, sauf qu'on la perd. Pas de bol. Et Zwickau, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est en Allemagne de l'Est, soviétique. Et du coup, les soviétiques, quand ils font le tour de toutes les usines allemandes, voilà, pour voir un peu l'étendue des dégâts, ils retrouvent les Type C et les Type D d'Auto Union. Ils décident donc de les récupérer, de les envoyer en URSS, notamment à Moscou et à d'autres endroits, en pièces détachées pour qu'elles soient étudiées et pour comprendre leur fonctionnement. Les années passent, les pays se reconstruisent et après la guerre, en 1952, l'URSS décide d'annoncer sa participation au championnat du monde de Formule 1. Championnat du monde de Formule 1. Avec tout le monde, avec Ferrari et voilà. Championnat du monde de Formule 1. Et la voiture avec laquelle ils ont décidé de participer, c'est la Sokol 650. Voilà, je vous la mets en photo. Elle ressemble étrangement à la Type D. C'est vraiment très étrange. On se demande d'ailleurs s'ils n'ont pas copié, s'ils n'ont pas réassemblé des Type D. Et oui, effectivement, du coup, ils ont appris des Allemands et ils ont décidé de proposer leur version, donc la Sokol 650, une version de la Type D, avec beaucoup moins de patates, étant donné qu'elle sort 130 chevaux, contre 485 en entrée de guerre. Ça fait une belle marche quand même, là ils ont réussi à perdre quand même pas mal d'océans dans l'histoire, c'est un peu dommage, mais toujours le même pneu, toujours des pneus de vélo, ça change pas. La Sokol 650 est de base prévue pour courir en Formule 2, mais avec un changement de règlement, étant donné qu'il n'y avait pas assez de concurrents en Formule 1, la FIA a décidé que la Formule 2 deviendrait la Formule 1 pour la saison 1952 et 1953. La Sokol 650 et l'équipe soviétique est attendue au Grand Prix de Spa, en Belgique, voilà, en 1952, mais ils viendront jamais. Parce qu'ils ont un petit problème, ils ont testé la voiture avant, à Minsk, c'était pas une mauvaise idée de la tester, et ils n'ont jamais réussi à l'appréhender. Voilà, comme ils ont piqué les technologies allemandes, ils n'ont pas réussi à la faire fonctionner. Économiquement non réparable, qu'il a dit l'expert. Et frustré, Staline, qui était le commanditaire de ce projet de Formule 1, décide de tout arrêter, d'arrêter le projet, et il n'y aura jamais de Formule 1 soviétique en championnat du monde de Formule 1. On reverra une fois la Sokol 650 dans un film de propagande en 1959 qui racontait la vie de pilote. Et actuellement, elle est exposée au musée de l'automobile de Riga, en Lettonie. Et elle a encore l'autocollant Auto Union devant, voilà, pour expliquer un peu l'histoire de cette voiture, qui est qu'une pâle copie de la Type D. Et un petit nom qui a dû vous faire tiquer de l'histoire, c'est Staline. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le petit bougre? Eh bien, Staline, c'est le commanditaire du projet, parce qu'il a demandé la création de la Sokol 650, donc d'une Formule 1, pour son fils. Voilà, Vassili Staline. Parce qu'il voulait que son fils soit pilote de Formule 1. Donc pendant que des gens crevaient la faim, pendant qu'on déclarait des guerres, pendant que des gens se faisaient enfermer pour des raisons un peu obscures, Staline demandait la création d'une Formule 1 pour son fils. Une équipe de Formule 1 soviétique dans le championnat du monde de Formule 1, du coup ça se fera jamais. Par contre il y a autre chose qui s'est fait, quelque chose d'encore plus improbable, le championnat soviétique de Formule 1. Soviétique, Formule 1, championnat. Les pays se réunissaient, les pays de l'Union soviétique se sont réunis pour faire leur propre championnat de Formule 1. Et en 1960, effectivement, l'URSS officialise son propre championnat de Formule 1, le championnat soviétique de Formule 1. Selon les années, il y aura de 1 à 4 courses qui seront disputées dans l'ensemble de l'URSS avec des circuits spécialement créés pour l'occasion. Voilà, donc il y a eu des circuits de voitures en URSS, première information. Et on peut notamment citer le circuit de Nemino Ziedas en Lituanie, qui a été créé dans les années 70 pour accueillir le championnat de Formule 1 soviétique, et qui est toujours en activité aujourd'hui, puisqu'il accueille le Baltic Touring Car Championships. Et on peut citer d'autres circuits comme le circuit de Borovia, juste à côté de Minsk, en Biélorussie. Bon, lui, il était totalement arrêté, il est totalement à l'abandon, mais on peut encore retrouver des traces du tracé, quelques photos, voilà, du tracé.
Et il y a un dernier circuit qui revenait assez souvent, qui était à Kiev, hein, juste à côté de Kiev. Alors quand je le marque aujourd'hui, c'est vrai que je tombe sur le fait que c'est une base des forces spéciales ukrainiennes. Voilà, donc je vais avouer que je vais pas vous mettre des photos, parce que voilà, j'ai pas envie de finir en prison. Donc pour faire de la Formule 1, c'est super d'avoir des circuits, mais à un moment donné, il faut aussi des voitures. Et en fait, tous les constructeurs soviétiques s'y sont mis à faire des Formule 1. On peut notamment citer Moscovitch, hein, donc, qui a fait la G4 et la G4A, sur base de moteur Moscovitch. Si tant est que le moteur Moscovitch est une copie du moteur de l'Opel Kadett. Parce qu'en fait, les soviétiques, quand ils sont repartis de l'Allemagne, en fait, ils ont embarqué un peu tout ce qui traînait, et notamment les plans des moteurs d'Opel Kadett avec les outils pour les créer. Voilà. Donc, Moscovitch est littéralement à la base des Opel Kadett, les moteurs en tout cas. On peut citer aussi le constructeur Gaz, hein, qui a eu la Aska Gaz Volga. Gaz étant l'un des constructeurs de voitures moyenne gamme de l'URSS, avec notamment la Gaz Volga, qui était quand même assez connue. Et surtout, Gaz, c'était le premier fabricant de bus et de camions de l'URSS, qui concurrençait Kamaz. Hein, Kamaz, ceux qui maintenant font des gros camions pour le Dakar. Et là où c'est un peu compliqué de comprendre, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations, je ne sais pas si c'est les constructeurs soviétiques qui avaient des équipes en interne pour créer les Formule 1 et les faire rouler, donc avec des pilotes officiels et tout ça, comme une écurie aujourd'hui classique, ou alors si c'était des personnes qui avaient leur écurie, enfin en tout cas dont leur métier c'était d'avoir cette écurie et de faire rouler des voitures. Donc je ne sais pas si c'était vraiment un championnat professionnel ou si c'était juste un championnat, on va dire, semi-professionnel. Ce qui est sûr, c'est que si c'est un championnat professionnel, il y a des gens en URSS, leur métier c'était d'être pilote de Formule 1. Pendant que d'autres, on leur a dit « petit, vous serez mineur », eux, leur métier c'était pilote de Formule 1. Et c'est pas parce qu'on est en URSS et qu'on a un esprit un peu communautaire qu'on va pas chercher les failles du règlement et les exploiter. Et c'est ce qu'a fait un petit Yuri Andreevtchev. Durant les années 60, l'ambiance entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest était tendue, mais on arrivait encore à dialoguer et à commercer. Et qu'est-ce qu'il a fait, le petit Yuri? Il est allé acheter des moteurs de Ford Cosworth et des châssis de Sanctis de Formule 3. Châssis italien, très, très bien réputé pour l'époque. Il revient en URSS, il assemble tout ça, et en 1970, il décide de se présenter au championnat soviétique de Formule 1 avec sa voiture. Châssis italien, moteur Ford Cosworth, il gagne tout. Il a massacré le Grand Prix, le premier Grand Prix de la saison. Et le championnat s'arrête. C'est vrai qu'il a été raccourci par les organisateurs pour une raison très simple. L'État passe juste après une petite loi où elle taxe énormément les imports de châssis et de moteurs étrangers. Yuri a littéralement imposé un changement de loi dans ce sport parce qu'il a trouvé la petite faille. Il aurait un petit lien de parenté avec Flavio Briatore que ça m'étonnerait même pas. Et ça sera donc la seule et unique fois qu'un châssis étranger, qu'un moteur étranger gagnera le championnat soviétique de Formule 1. Championnat qui durera du coup jusqu'en 1976, date à laquelle où l'URSS décidera de se détacher des lois de la FIA pour créer un championnat avec des formules libres, voilà, qui n'impose plus donc des Formule 1, des Formule 2, mais un championnat beaucoup plus libre sur le règlement, mais toujours avec l'obligation d'avoir un moteur et un châssis soviétique. Donc c'est quand même fou de se dire qu'en Union soviétique, il y a eu un championnat soviétique de Formule 1, et qu'ils ont presque même failli participer au championnat du monde de Formule 1. C'est quelque chose que j'ignorais totalement, enfin je trouve ça totalement fou. Soviétique, Formule 1, c'est vraiment deux termes que j'aurais jamais pensé matcher ensemble. Et si vous connaissez un peu les constructeurs soviétiques, il y a un nom que vous n'avez pas encore entendu prononcer, le nom de Lada. Pourtant, ils ont bien participé au championnat soviétique de Formule 1, ils ont même gagné la dernière édition, mais c'est dans un autre domaine que Lada s'est illustré. Un domaine qu'on va voir dans 2 semaines, qu'on va l'essayer, ça. Parce que quitte à avoir une Lada, autant l'essayer. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir la prochaine. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.